Décryptage, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre émission que vous aimez bien. Alors, Décryptage s'offre le plaisir de recevoir aujourd'hui un ancien chef d'État. Il s'agit bien sûr de Azali Assoumani, ancien président des îles Comores, si vous préférez. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, à quoi ressemble le quotidien d'un ancien chef d'État? Le quotidien d'un chef d'État, ça devient un peu le quotidien des citoyens normal. Beaucoup de voyages À ceci près qu'effectivement, le fait d'avoir été président, donc il y a une pression, mais qui tend à diminuer de plus en plus. Et puis, on redevient citoyen normal, on vit comme les gens. Bon, à Moroni, je circule, j'amène mon véhicule personnel avec ma famille, on voit les amis. Et c'est une situation quand même, in fine, qui est intéressante, très intéressante, très intéressante. Monsieur le Président, vous voyagez beaucoup, mais vous écrivez aussi. Hein. Vous venez de publier chez les éditions du Boris un ouvrage très intéressant. C'est un livre entretien avec Charles Onana, un franco-camerounais, journaliste donc d'investigation qu'on connaît très bien ici. Et le livre est intitulé Quand j'étais président. On sait bien que vous avez pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État en 1999. Vous avez été élu pour un nouveau mandat et vous avez quitté le pouvoir sans pression. Pourquoi? Parce que c'est une mission qu'on s'est fixée dans l'esprit et dans la lettre. Une mission dans l'esprit et dans la lettre, c'est pas quand même assez courant en Afrique? Oui, mais il faut que ça le devienne. Il faut que les gens tiennent le parole. Il faut qu'on tienne ses paroles. En 1999, quand on s'est interposé, c'est pour amener une solution à un problème spécifique. Donc en 2000, la solution n'a pas été comme on l'aurait souhaité. Et là, j'ai démissionné. Je me suis présenté candidat au même titre que tous mes concurrents. Ben, on a été élu, enfin j'ai été élu, et on a fait jusqu'à 2006. En 2006, on a fait le point que la mission a été accomplie. Donc il ne fallait pas aller au-delà. C'est une question d'honnêteté intellectuelle, c'est une question de respect de soi-même d'abord. Donc il fallait qu'on respecte cette parole, ça a été fait et je pense que c'est le credo de tout un chacun, surtout quand on a assumé de telles responsabilités. Il faut donner un bel exemple de fidélité à la parole donnée. Colonel Azali Assoumani, vous avez quitté le pouvoir de votre gré et on se rappelle, hein, c'était quand même des mandats bien remplis et vous vivez à Moroni. Chose également rare, parce que les anciens présidents, on les voit toujours dehors. Pourquoi le choix de Moroni? Ça répond à deux questions. La première, c'est que, bon, comme vous le dites, il fallait un peu d'inédit. Donc j'ai fait le choix de rester à Moroni, puisque je pense que la situation à Moroni voudrait que j'y reste pour essayer de contribuer aussi à la réconciliation nationale qu'on a initiée depuis 2001. Je pense que si les autorités qui m'ont succédé pensent que je serai d'aucune utilité, donc ils n'auraient pas de difficulté à me chercher un peu partout, mais ils me trouveraient à Moroni. Et surtout, un peu, si je me projette en amont, il y a eu beaucoup de débats qu'il y a eu durant mon mandat, quand j'étais à la tête de l'État, et j'ai fait le choix de rester à Moroni. Bon, pour le dire, je suis là. Ceux qui veulent me trouver peuvent me trouver. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Et troisièmement, c'est que le système qu'on a mis en place, c'est un système un peu comme une pondeuse à président. Donc, c'est-à-dire dans 20 ans, on en aura 4. Et si on s'amuse à ce qu'il faut y a un ancien chef d'État, on les met dehors. Donc finalement, la communauté va en avoir assez. Elle va dire, bah, écoutez, vous gardez vos présidents. Et j'ai voulu initier et donner la leçon à ceux qui vont me succéder. Bon, j'espère qu'ils vont faire autant. Mais quelles sont vos relations avec le président Sambi? Mes relations avec le président Sambi... C'est courtoises ou tumultueuses? Non, courtoises. Bon, jusqu'alors, il a l'ordre de s'en sortir très bien parce qu'il ne m'a jamais demandé un avis. Donc, moi, je ne demande que ça, je ne vais pas m'immiscer. Ben, le fait qu'il me demande d'avis, ça veut dire qu'il s'en sort. Bon, tant mieux pour lui, tant mieux pour le pays. Votre livre me paraît très intéressant. J'ai eu l'occasion de lire et de relire certains chapitres. Vous-même, vous êtes arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Aujourd'hui, on parle de la résurgence des coups d'État un peu partout en Afrique, que ce soit en Mauritanie, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau ou encore à Madagascar. Quel est votre avis sur cette question, le retour des coups d'État en Afrique? Bon, d'abord, moi je pense que les coups d'État en Afrique, ce n'est pas un mal africain, je dois le souligner. Donc c'est quelque chose qui se passe partout, mais
on pourrait peut-être se poser la question pourquoi en Afrique c'est beaucoup plus visible qu'ailleurs. Bon, ça c'est pas l'objet de la question. Et deux, moi je pense pas que c'est un mal incurable. Hein? Bon, c'est un mal, des fois nécessaire. Et quand on suit un peu l'histoire de l'Afrique, et surtout ces 10 dernières années, bon, on se rend compte que la démocratie est en train de s'installer en Afrique. Moi, je suis très optimiste. Néanmoins, c'est vrai, c'est tout à fait légitime de se poser cette question sur cette insurgence, voilà, absolument, de cette année. Bon, moi, je dirais que c'est peut-être une bête qui est en train de mourir, et donc elle bouge beaucoup, hein, et que peut-être qu'on est à la dernière phase de ces situations, et qu'après, bon, on va voir très clair. Mais c'est vrai, le coup d'État, c'est un mal. Bon, des fois, il est nécessaire, mais je pense que ce qu'on devrait se dire, d'abord, comment éviter à ce que ce genre de situation arrive, et puis deux, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne s'est jamais posé la question. On arrive à ce que ça se passe, et c'est en ce temps-là que tout le monde s'agite, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Alors, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question que je ne peux pas répondre, parce que moi, j'étais parti. Mais j'étais parti, il faut demander au juge. Moi, j'étais parti, on ne peut pas être jugé parti. Donc, moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est qu'il faut que ceux qui s'en occupent, que ce soit le comité national et international, tiennent compte des spécificités de chacun des pays. Parce qu'effectivement, ça, on dit coup d'État, mais ça ne se ressemble pas. On voit les origines. Quelle est l'origine de ce coup d'État? Quelle est l'origine d'un tel? Quand je prends le cas des Comores, ce n'est pas un coup d'État comme les autres, parce que les autres, c'est des coups d'État politiques. On change un régime politique pour en mettre un autre. Aux Comores, c'est une situation institutionnelle. C'est un pays qui est en train de se délabrer. On a vu une région d'un pays qui a essayé un drapeau, qui a voté un président, qui a voté une constitution. Donc le coup d'État, il ne peut pas être pris sous le même angle que les autres coups d'État. Bon, je ne dis pas que c'était bien, mais après, on se rend compte que c'était un mal nécessaire, parce que finalement, Dieu nous a aidés, la vie nous a donné raison, on a pu apporter un début de réponse aux problèmes qui se posent aux Comores, et maintenant ça reste aux Comoriens de consolider ce qu'on a mis en place. Mais colonel Azali Assoumani, votre régime, c'est quand même les malversations financières au niveau de l'importation des hydrocarbures, c'est aussi la violence politique? C'est peut-être une question, je crois dire, bon, mon régime, les malversations financières de l'hydrocarbure, ça n'a jamais été question. Moi, quand je suis arrivé au pouvoir, les Comores n'ont pas de pétrole. Il y avait une société qui importait du pétrole. Ben, nous avons revu le contrat avec cette société. Et pendant ce temps, ça n'a jamais posé aucun problème. Et ça a été fait en toute transparence dans un cadre d'appel d'offres international qui a été fait. Et ça a été fait pendant ce temps. Bon, à un moment donné, lorsqu'il y a eu la flambée de produits pétroliers, nous avons connu un petit fièvre au Moroni, mais c'est sur le prix, la taxation de prix, mais pas sur l'import-export. Donc jusqu'à là, donc, ça n'a posé aucun problème. Donc les problèmes commençaient à se poser ces jours-là, mais pendant ce temps, les Comoriens étaient ravitaillés dans l'âme et conscience, dans l'esprit et dans la lettre. Mais il y avait aussi la répression politique. Non, 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 non. Ce n'est pas dans mon régime politique. Et ça, je peux vous le dire, pendant 7 ans, malgré que ça soit un coup d'État, on ne peut pas compter un prisonnier politique où la moindre violence des droits individuels et collectifs, ça a été scrupuleusement respecté. Et ça, je peux vous l'affirmer. Et je vais voir celui qui dira le contraire. Alors, dans votre ouvrage, vous affirmez que beaucoup cherchent à s'accaparer du pouvoir sans avoir de réelles convictions. Quel regard posez-vous sur la gestion de nos États par la classe politique Absolument, c'est une question intéressante parce que pour tirer l'expérience, moi je suis arrivé au pouvoir par défaut. Par défaut. En 3 jours, j'ai décidé de prendre le pouvoir. C'est fait. C'est fait, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais pensé. Donc, on ne peut pas me mettre sur le même pied de l'égalité que quelqu'un qui, pendant 10, 20 ans, 30 ans, est en train de penser au pouvoir. Celui-là, normalement, il devrait avoir des bonnes disponibilités lorsqu'il a pris le pouvoir, parce qu'il s'est préparé moralement, et puis il sait donner les moyens en ressources humaines, les moyens en programme. Donc, je pense qu'effectivement, en disant cela, je dirais à ceux qui aspirent à ce poste, et je sais, Dieu seul sait combien ils sont, qu'effectivement, il faut qu'ils aient un projet, il faut qu'ils aient un plan, il faut qu'ils se donnent les moyens, une fois arrivés au pouvoir, pour essayer de répondre aux questions que se posent les opinions publiques, qui ont tout à fait raison, parce que c'est vrai, on ne peut pas rester dans cette situation avec la misère et la pauvreté qui est en Afrique. Je pense que c'est une situation que personne ne peut accepter. Et quelle est votre position par rapport au référendum organisé au Mayotte? On a écouté aussi le point de vue du président Sambi.
Moi, mon point de vue sur le référendum, c'est un drame. Hein. C'est un drame. Donc vous partagez son avis? Je ne connais pas son avis, mais je parle de mon avis. Ça a été inamical. Je pense que le problème de Mayotte, c'est un problème entre la France et les Comores. Et la solution devrait être entre la France et les Comores. Et cette fois-ci, la France a décidé unilatéralement d'apporter une solution à elle-même. Et je pense que cette solution ne concerne pas les Comoriens. Ça n'a pas résolu le problème. Au contraire, je pense et je crains que ça ne l'aggrave. Parce que la France et les Comores, c'est des partenaires obligés, qui doivent être ensemble, qui doivent travailler dans un cadre d'intérêt mutuel. Et maintenant, et à court terme, ou même dans l'avenir, je pense que ce problème qui nous divisait, mais il nous unissait ensemble parce qu'on devait trouver une solution à ce problème. Et là, on vient de fermer une brèche au sein de laquelle on aurait pu se retrouver. Et j'espère aussi que ce n'est pas pour toujours et que l'avenir donnera encore le moyen à ce que ces deux pays s'assoient pour essayer de trouver la vraie solution à ce problème, laquelle solution amènera les intérêts des deux pays. Mon colonel, on a juste 2 petites minutes. On ne peut pas évoquer les Comores sans parler de Bob Denard. Comment expliquez-vous son intrusion répétée dans la vie politique de votre pays? Bon, même chose, Bob Denard, ce n'est pas que le Comore. Malheureusement, quand on parle de Comore, Bob Denard, on le substitue au Comore. Mais Bob Denard, c'est le Maroc, c'est le Katanga, c'est le Bénin, c'est les Seychelles. Bon, mais disons qu'au Comore, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Donc, Bob Denard a fait intrusion à Moroni depuis 1975, et d'une façon répétitive. Jusqu'en 1978, il y avait le drame de l'assassinat du président Abdallah. Donc, à partir de ce moment-là, le pays a essayé de s'en sortir. Donc, on n'a pas entendu parler de Bob Denard jusqu'en 1995, quand il est encore revenu. Bon, mais maintenant, je pense que le dossier de Denard est clos, puisque sur place, on a pris les mesures, mais surtout que lui, bon, il est aussi de l'autre monde. Et j'espère, et je peux espérer que c'est fini avec Denard et qu'il y aura encore un autre Denard pour s'intruser, pour commettre encore ses forfaits, que ce soit au Comores ou partout ailleurs. Je crois que les Africains maintenant, ils doivent s'assumer, prendre leurs responsabilités. C'est ce que nous, en 1999, nous avons fait. On n'a pas attendu Bob Denard, mais nous, on a assumé nos responsabilités. Et j'espère que ça sera autant pour partout en Afrique. Alors, les vérités d'un ancien chef d'État. Si vous avez 2 mots à dire à ceux qui gouvernent actuellement nos États, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire concrètement? Je leur dirais d'être très à l'écoute, d'être à l'écoute de la population, parce que nous avons des populations, c'est vrai, qui souffrent, et que des fois, bon, dans ces tours, on a tendance à ne pas regarder, se donner les moyens, effectivement, d'avoir le contact direct avec la population, et pour essayer d'y apporter des solutions, et surtout être modeste, ne pas penser que c'est parce qu'on a fait 40 ans ou 50 ans qu'on apporte des solutions, que chacun apporte la solution qui est la sienne, tout en se disant, ou en se donnant le moyen que celui qui arrive, il continue par rapport à ce que vous avez fait. Colonel Azali Assoumani, je vous remercie. Je vous remercie. Décryptage s'achève. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur Africa 24. Au revoir.